Quand on évoque la résistance française, les figures héroïques qui viennent à l'esprit sont souvent celles des réseaux gaullistes ou communistes, des grands noms masculins inscrits au Panthéon. Pourtant, une autre résistance s'est déployée, moins visible dans les récits officiels, celle des organisations juives qui ont mené un combat spécifique pour la survie de leur communauté. L'histoire de Mila Racine incarne cette France plurielle où l'identité religieuse et politique sont entremêlées pour écrire un chapitre méconnu de notre histoire nationale. Née Myriam Racine le 14 septembre 1919 à Moscou, Mila appartient à une famille de la bourgeoisie juive russe qui fuit le régime bolchevique en 1926 pour s'installer à Paris. Son père Georges et sa mère Bassia ont francisé leur patronyme Hirsch en Racine. Avec son frère aîné Emmanuel et sa sœur cadette Sacha, Mila grandit dans un foyer où se mêlent culture russe et tradition juive. La famille incarne cette double appartenance qui caractérise tant de juifs français de l'époque. Le vendredi soir, la maison observe le Shabbat et Georges Racine fréquente assidûment la synagogue de la Victoire et le club des diamantaires de la rue Cadet. Les enfants sont scolarisés au lycée Racine dans le 8e arrondissement, où Mila obtient son certificat d'études secondaires en 1936. Parallèlement, elle s'engage dans les mouvements de jeunesse, notamment au sein de la WIZO, organisation internationale fondée en 1920 pour promouvoir la condition des femmes dans la société juive. La défaite de juin 1940 bouleverse cette vie parisienne établie. Comme des milliers de juifs, la famille Racine prend la route de l'Exode vers le sud. Après des étapes à Pau, Bordeaux et Arcachon, il se fixe à Toulouse puis à Luchon, petite bourgade pyrénéenne proche de la frontière espagnole qui devient un refuge pour de nombreux juifs étrangers. C'est là que Mila rencontre David Knut, l'un des fondateurs de l'OJC, l'organisation juive de combat, qu'elle intègre rapidement. Cette organisation mérite qu'on s'y attarde, car elle révèle une dimension ignorée de la résistance française. Créée en janvier 1942 à Toulouse sous le nom d'Armée juive par Abraham Polonsky, elle prendra le nom d'OJC en 1943 après sa fusion avec le mouvement de jeunesse et les éclaireurs israélites de France. Contrairement à la résistance générale qui visait la libération du territoire national, la résistance juive menait un double combat. Contre l'occupant nazi, certes, mais surtout pour la survie immédiate d'une population menacée d'extermination. Comme l'explique l'historien Lucien Lazare, l'ennemi livrait deux guerres, l'une contre les États et l'autre contre les Juifs. Et cette seconde guerre allait beaucoup plus vite. Là où la résistance nationale pratiquait la guérilla et le sabotage en vue de la libération future, la résistance juive devait assurer la sauvegarde immédiate de civils dont chacun était personnellement menacé de mort. Sa stratégie reposait sur le camouflage, les faux papiers et l'exfiltration vers l'étranger. Dès 1942, au mois de janvier, Mila Racine commence son action de résistance en apportant assistance aux internés des camps, particulièrement celui de Gurs. Avec sa sœur Sacha et quelques amis, elle sollicite les Juifs de Luchon, achète des vivres aux paysans, fabrique des conserves qu'elle fait conditionner par les ferblantiers locaux. Ces colis sont ensuite envoyés dans les camps du sud-ouest. Mais l'urgence s'intensifie dramatiquement après la rafle du Veldiv en juillet 1942, lorsque les enfants deviennent eux aussi passibles de déportation. Mila, alors âgée de seulement 23 ans, se lance dans une mission autrement plus périlleuse, le convoyage clandestin d'enfants juifs vers la Suisse. Pendant 21 mois, de janvier 1942 au 21 octobre 1943, elle conduit des convois entre Toulouse, Gurs, Saint-Gervais, Nice et Annemasse, sous la responsabilité de Tony Green. L'opération était méticuleusement organisée. Les enfants étaient rassemblés, munis de faux papiers, et conduits par petits groupes jusqu'à la frontière suisse, où des passeurs prenaient le relais. Grâce aux organisations juives de secours, près de 2000 enfants ont pu franchir illégalement la frontière entre 1943 et 1944. Mila en a personnellement sauvé 236. Le 21 octobre 1943, le destin de Mila bascule.
alors qu'elle conduit avec Roland Epstein un convoi de 32 enfants âgés de 2 ans et demi à 18 ans. Ils sont interceptés par les Allemands à Saint-Julien-en-Genevois, à seulement 200 mètres de la frontière suisse. Tous sont emprisonnés à Annemasse, au siège de la Gestapo, installé à l'hôtel Pax. L'intervention du maire d'Annemasse, Jean de Faux, permet de faire libérer quelques enfants, dont un bébé de 14 mois. Le maire propose même à Mila un plan d'évasion, qu'elle refuse par crainte de représailles sur les enfants restants. Dans sa cellule 127, elle grave sur le mur sa devise « Garder avec l'espérance, toujours le souvenir ». Mila a caché son identité juive sous le faux nom de Marie-Anne Richemont. Cette dissimulation lui évite le camp d'extermination, mais elle est néanmoins déportée, d'abord à la prison Montluc de Lyon, puis au camp de Royalo à Compiègne le 25 octobre 1943, avant d'être envoyée à Ravensbrück en Allemagne par le convoi 31 janvier 1944 avec le matricule 27 918. Le 7 mars 1945, elle est transférée à Mauthausen dans un commando de travail chargé de réparer les voies ferrées détruites par les bombardements alliés. Le 20 mars 1945, alors que la guerre touche à sa fin et que le camp sera libéré quelques semaines plus tard, Mila Racine est tuée par un éclat d'obus lors d'un bombardement britannique à Amstetten. Elle avait 25 ans. Son compagnon de résistance, Roland Epstein, survivra à la déportation. L'histoire de Mila Racine soulève une question fondamentale. Pourquoi ces femmes, ces résistantes juives qui ont sauvé des centaines d'enfants au péril de leur vie, sont-elles si absentes de notre mémoire collective ? Sa camarade, Marianne Cohn, qui prit sa relève dans le convoyage des enfants, connut un sort encore plus tragique. Arrêtée en juillet 1944 lors d'un convoi clandestin, elle fut arrachée de la prison d'Annemasse à l'âge de 21 ans, violée et assassinée à coups de bêche par ses bourreaux. Comme le souligne l'historienne Rita Thalmann, l'effacement de ces femmes de l'historiographie de la résistance s'est produit progressivement après la libération, au moment où on a commencé à purger la vie politique française de ses résistants, en particulier de ses résistants juifs. Être à la fois juive et femme n'a pas facilité l'entrée dans les manuels d'histoire officiels. Pourtant, les femmes constituaient le fer de lance de cette résistance spécifique. Ce sont essentiellement des jeunes femmes non mariées, souvent des lycéennes de 16 à 18 ans, qui ont mené ces actions de sauvetage. On trouve également une forte proportion de femmes d'origine étrangère, issues de l'immigration d'Europe de l'Est, dont l'itinéraire d'exil les avait préparées à affronter le déracinement et les situations les plus inattendues. Cette mémoire collective des minorités persécutées explique la forte proportion de femmes juives dans la résistance. L'histoire de Mila Racine et de la résistance juive française raconte une France profondément différente du récit national républicain qui prévaut depuis la Troisième République. Ce récit officiel privilégie une conception laïque et universaliste de la citoyenneté, où les appartenances religieuses sont censées rester dans la sphère privée, et la résistance y est généralement présentée comme un mouvement unitaire et patriotique, transcendant les particularismes. Mais pourtant, la réalité historique est tout autre. La résistance juive révèle que l'identité religieuse et culturelle fut un moteur d'engagement, pas un obstacle. Les organisations comme l'OJC prêtaient serment devant la Bible. Leur combat a été explicitement mené en tant que juifs pour sauver des juifs. Comme le rappelait Jacques Lazarus, chef militaire de l'armée juive, pourchassés en tant que juifs, nous voulions montrer à l'ennemi que c'était en tant que juifs que nous combattions. Cette résistance se traduisait avec la religion, les valeurs d'entraide et de responsabilité pour autrui issues de la tradition juive, mais aussi par la religion, avec notamment les réseaux communautaires, les mouvements de jeunesse ou les éclaireurs israélites, mais parfois aussi contre certaines institutions religieuses. En effet, les instances légales juives se sont tues face aux lois anti-juives du 3 octobre 1940 et certaines autorités rabbiniques ont même appelé à la soumission. Ce sont des laïcs engagés, souvent de jeunes militants, qui ont pris l'initiative de la résistance armée et du sauvetage. La reconnaissance de Mila Racine fut posthume et progressive. Elle reçut la médaille de la résistance française par décret du 15 juin 1946, puis la croix de guerre,
1939-1945 avec une étoile d'argent. En 1984, la Fédération française de la WIZO décida de construire une crèche à son nom à Tel Aviv. D'ailleurs, une école maternelle du 10e arrondissement de Paris porte son nom, ainsi qu'une plaque commémorative au lycée Racine où elle fut élève. Un parc d'Annemasse honore également sa mémoire. Mais ce n'est qu'en 2016, plus de 70 ans après sa mort, qu'une bande dessinée lui est consacrée dans la série Femmes en résistance et qu'une exposition au mémorial de la Shoah met en lumière ces résistantes oubliées. En 2023, la série radiophonique Les Résistantes de Philippe Collin sur France Inter lui consacre enfin un épisode. L'histoire de Mila Racine nous oblige à repenser notre récit national. Elle nous montre une France plurielle où des citoyens se sont battus, non pas malgré leur particularisme religieux ou culturel, mais précisément à partir de ces identités. Elle révèle que la résistance ne fut pas un bloc monolithique, mais un ensemble de combats menés pour des raisons diverses, avec des objectifs parfois différents. Cette histoire diffère du récit officiel en 3 points officiels. Tout d'abord, elle réhabilite le rôle des femmes, longtemps invisibilisées dans l'historiographie de la guerre, et particulièrement des femmes juives qui ont œuvré au sauvetage de leurs coreligionnaires. Puis, elle montre que l'identité religieuse peut être un moteur d'engagement civique et pas seulement un obstacle à l'intégration républicaine. La résistance juive prouve que l'on peut profondément être attaché à sa communauté d'origine tout en étant un citoyen engagé pour la défense de valeurs universelles. Et enfin, elle rappelle que la France s'est construite avec, par et parfois contre les religions. Le sauvetage de milliers d'enfants juifs ne s'est pas fait dans le cadre des institutions officielles, mais grâce à des réseaux communautaires qui ont suppléé aux carences de l'État français, voire qui ont dû lutter contre la collaboration active de Vichy avec l'occupant nazi. Reconnaître cette histoire, c'est accepter une France plus complexe et plus riche que celle du roman national unifié. C'est aussi honorer la mémoire de ces centaines de résistants et résistantes juives qui, comme Mila Racine, ont donné leur vie, non seulement pour libérer la France, mais pour sauver l'existence juive en Europe. Leur combat fut à la fois particulier et universel. En défendant la survie de leur communauté menacée d'extermination, ils défendaient l'humanité elle-même contre la barbarie nazie.